Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. On lance le recording dès maintenant, mais on va attendre encore 2-3 minutes que les derniers arrivants se connectent. Merci pour tous vos messages. On vise 11h02 pour le début, ça laisse 2 minutes aux retardataires, on va dire. Je reconnais beaucoup de noms dans ces bonjours sur le chat, des gens avec qui j'ai pu échanger au début de Stoic notamment. Je suis ravi de vous voir. Merci. Pour info, aujourd'hui, on bat le record des webinaires Stoic. C'était un petit combat en interne. On a eu 409 inscrits au webinaire précédent, courtier partenaire, et on a dépassé assez largement ces dernières heures ce nombre. Donc, merci d'être aussi nombreux. Allez, j'attends encore 1 minute et on se lance. Bonjour à tous, encore une fois, merci pour tous ces messages. Dans quelques secondes, on est parti. Pierre, à 11h01, vous êtes pardonné. 11h02, c'est parti. À nouveau, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. On est en train de battre tous les records de connexion au webinaire Stoic. C'est super de pouvoir rassembler plusieurs centaines de personnes en même temps sur un format digital. On est ravis d'avoir cette heure avec vous, avec Vincent. Donc moi, je suis Jules Vera. J'en connais une partie d'entre vous, pas tous malheureusement. Je suis l'un des cofondateurs et le président de Stoic. C'est une entreprise que j'ai lancée il y a quelques années. Et avant de vous en dire plus, je vais laisser la parole à Vincent pour qu'il puisse se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Vincent Nguyen, je suis le directeur cybersécurité de Stoic. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai rejoint l'aventure, et avant ça j'ai participé pendant un bon paquet d'années à la création, et j'ai dirigé le CERT Webstone, qui est l'équipe de réponse à incidents de sécurité et de gestion de crise du cabinet Webstone, où j'ai pu diriger un bon paquet de gestion de crise d'origine cyber, plutôt pour des grands comptes historiquement. Je suis aujourd'hui également formateur en gestion de crise d'origine cyber, et je suis évaluateur d'équipe de réponse aux incidents de sécurité pour l'ANSSI. Merci Vincent. Je précise avant qu'on se lance que on sera ravis pendant l'heure qu'on a ensemble de répondre à vos questions tout du long. Il y a un canal questions qui est dédié, donc n'hésitez pas à vous poser vos questions directement dans ce canal, ce sera plus simple de s'y retrouver. C'est donc parti pour cette heure ensemble. On a pas mal de choses qu'on a envie de vous raconter avec Vincent, et on voulait marquer le coup et être là tous les deux pour ce moment important pour nous, qui est la sortie de notre premier rapport de sinistre qu'on a sorti il y a quelques semaines et qui vient refléter le fruit de notre travail sur ces dernières années, le fruit de notre travail qui consiste comme l'essence d'un assureur, à gérer des sinistres et à bien les gérer. Donc, on va vous donner quelques éléments de compréhension de la gestion des sinistres qu'on a pu faire sur l'année 2023. Avant ça, je vais prendre un temps pour vous reparler de Stoic, évidemment, depuis la genèse, et puis on viendra donc sur le rapport, et Vincent nous
donnera un aperçu des prévisions cyber pour 2024 et de comment est-ce qu'on voit et on sent l'année d'un point de vue du risque dont on parle, qui est le risque cyber. Stoic, c'est une entreprise que j'ai eu envie de lancer il y a 3 ans pour me concentrer sur un risque que je sentais comme étant un risque majeur pour nos sociétés, qui est le risque cyber. On ne fait que ça aujourd'hui, on ne fait qu'un métier, c'est assurer contre les cyberattaques les entreprises en France et en Europe. On est désormais en Allemagne, on y reviendra. On ne fait que ça et c'est ce qu'on va continuer de faire pendant les années à venir avec un angle d'approche qui est original, qui est celui de ne passer que par des courtiers partenaires dans notre distribution. Donc notre mission chez Stoic n'est pas que de renforcer le tissu économique français contre les cyberattaques, c'est de vous aider, vous, courtiers en assurance, à accompagner vos clients en les équipant d'une couverture d'assurance, mais plus que de l'assurance, parce qu'on essaie de faire plus que de l'assurance, de les aider à se protéger, à gérer leurs risques cyber et à les se protéger contre le risque de cyberattaque. C'est ce sur quoi on travaille depuis plusieurs années. Et je voudrais vous livrer pour commencer un peu l'état des lieux aujourd'hui, où on en est après 3 ans entre le moment où l'idée a germé, le moment où j'ai rencontré mes associés qui se sont lancés dans l'aventure avec nous, et aujourd'hui, 3 ans plus tard. Bien aujourd'hui, on a plus de 3000 courtiers en France et en Allemagne avec lesquels on travaille, qui ont été actifs sur notre plateforme en ligne que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Et c'est le point le plus important pour nous d'avoir toutes ces relations qui se créent, qui se développent, et ça commence à représenter un grand volume de courtiers avec lesquels on travaille et qui nous font confiance. Avec ces courtiers, on peut adresser des entreprises, souscrire des entreprises qui vont jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une nouveauté depuis courant 2023 de pouvoir souscrire des entreprises jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est le fruit d'un grand partenariat qu'on a noué, sur lequel j'ai beaucoup travaillé en 2023, avec Tokyo Marine. On a d'autres porteurs de risques que vous connaissez, Arch Re, Swiss Re, Axeria, qui travaillent avec nous. Tokyo Marine, c'est un des acteurs majeurs de l'assurance cyber en Europe. C'est un acteur qui est présent sur le corporate, sur le haut de marché, essentiellement, et qui s'est rendu compte que sur ce segment-là, 0,500 millions, il fallait être capable d'apporter une expertise pour être bon, tout en gérant du volume. Et c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire parce que ce n'est pas leur ADN d'avoir un grand volume de police. Je l'ai mis à droite. On a près de 3000 polices aujourd'hui en portefeuille, donc c'est un grand volume à gérer. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même métier que quand on souscrit des primes à quelques centaines de milliers d'euros, comme ils le font, sur lesquels il y a moins cette logique de volume. Donc ce qu'a fait Tokyo Marine en 2023, c'est qu'ils ont cherché des partenaires, ils en ont rencontré 15, qui peuvent couvrir avec eux l'Europe continentale, auquel ils donnent le stylo, et en disant on va chercher un partenaire qui sera notre partenaire en Europe continentale sur ce segment-là. Ils en ont présélectionné 15, listé 8, avec qui ils sont allés passer une journée et demie. C'est des acteurs que vous connaissez en partie. Il y a des Américains qui s'intéressaient à l'Europe, il y a des Européens qui étaient présents. Et puis ils en ont sélectionné un à la fin, qui est Stoic. Et c'était un process assez intense, mais on est arrivé en haut de la liste pour eux, et ça nous permet aujourd'hui d'avoir de la capacité de ce porteur qui s'inscrit dans le temps et qui veut construire l'avenir avec nous sur ce segment et pouvoir souscrire avec 5 millions de limites pour toutes les entreprises de 0 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était une des grandes réussites de 2023, et c'est ce qui nous a permis de nous développer d'abord dans un deuxième pays, qui est l'Allemagne. Je ne vais pas trop insister là-dessus parce que ensemble, on part de la France, mais c'est important que vous sachiez que notre ambition, c'est d'être capable de répliquer ce qu'on a réussi en France, ce qu'on fait en France jusqu'ici, à l'échelle européenne. Donc on est lancé en Allemagne depuis 6 mois, on commence à avoir une belle activité qui se crée et qui se développe, et on va se lancer dans d'autres pays. On sera en Autriche dans les semaines ou mois à venir, on sera dans d'autres pays début 2025, j'en dis pas trop pour le moment, mais j'espère que vous en entendrez parler. Et puis, évidemment, on a commencé à créer une activité qui marche grâce à vous, avec nos courtiers partenaires. On a collecté 10 millions d'euros de primes en 2023
en France et en Allemagne, mais c'est 95% de la France, hein, essentiellement, parce qu'on s'est lancé plus tard en Allemagne. 10 millions d'euros de primes, c'est pas beaucoup au regard de ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'il y a un marché qui se développe et qui va être très large, donc on a de l'ambition pour aller beaucoup plus loin. Mais c'est pas mal sur ce segment en France. On est dans le top 5 des assureurs small et mid-market en France. On se bat avec des acteurs que vous connaissez, Chubb, AIG, Beazley, AXA, je pense qu'ils sont dans le top 5 avec nous. Et on a vocation de continuer à grandir, évidemment. Voilà, en quelques mots, les chiffres principaux. Il y en a un autre qui est le plus important, évidemment, qui est de se dire sur ces 10 millions de primes, combien est-ce qu'on a payé de sinistres et combien est-ce qu'on a de ratio S sur P aujourd'hui. Le chiffre est un chiffre qu'on est en train d'arrêter parce qu'il y a des réserves avec nos assureurs, donc il n'est pas exact. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a moins de 10% de ratio S sur P. Ça veut dire qu'on a payé plus d'1 million ou près d'1 million d'euros de sinistres sur l'année, mais moins de 10%, ça veut dire qu'on a une approche qui marche. A priori, aujourd'hui, avec plusieurs années de portefeuille qui se construit, des milliers de polices, on a réussi à montrer la rentabilité technique et à la préserver. Donc, c'est une super nouvelle. Je vois une question de Thibaut. Alors, je vous invite à poser des questions sur le channel questions, si c'est possible, et pas sur le chat, parce qu'il y a beaucoup de messages sur le chat. Thibaut qui dit le plafond à 10 millions, est-ce qu'on va y passer? Aujourd'hui, on est limité, entre guillemets, on se limite à 5 millions en primary de garantie. Thibaut, je n'ai pas tendance à m'engager sur des choses qui ne sont pas faites. Donc aujourd'hui, je ne peux pas offrir 10 millions. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui va arriver parce que c'est en discussion avec le reste de nos porteurs de risque, évidemment, qu'on puisse pouvoir offrir jusqu'à 10 millions en primary. On sait que c'est une demande que vous avez sur certains comptes et donc on aimerait pouvoir vous accompagner là-dessus. Ce sera le cas, mais notre but est toujours de proposer un plafond de garantie qui est adapté au risque. Et souvent, on nous demande 5 millions et en fait, on se rend compte que 3 millions suffisent. Donc, on ne veut pas faire d'inflation inutile sur les garanties qui sont offertes. Mais oui, on y viendra. Voilà sur Stoic en quelques mots en chiffres. Et maintenant, j'aimerais juste vous dire un mot sur Stoic dans l'ADN. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de différent de ces acteurs que j'ai pu vous citer ou qu'est-ce qu'on apporte comme innovation sur le marché? Qu'est-ce qui nous a permis de grandir aussi vite? L'idée qu'on développe, c'est celle qui m'a séduite au début, c'est celle qui m'a donné envie de me lancer dans Stoic. C'est celle d'une approche globale du risque pour un alignement complet des intérêts. Moi, ce qui m'a plu dans l'assurance, ce pourquoi on a pris l'angle de l'assurance pour gérer le risque cyber, c'est que les intérêts sont les mêmes entre toutes les parties de la chaîne. Il y a le client final, l'assuré, qui veut une couverture d'assurance, mais qui ne veut pas se faire attaquer. Le courtier, vous, qui voulez proposer la meilleure solution d'assurance à votre client, en sachant que s'il a un sinistre, il sera bien géré, mais qu'on évite autant que possible le fait d'avoir à gérer un sinistre. Nous, MGA, on veut se développer économiquement tout en ayant les résultats techniques les meilleurs possibles. Et nos porteurs de risque veulent aussi, évidemment, du développement économique, mais avec un ratio S sur P qui est le meilleur possible. Cet alignement des intérêts nous permet de développer l'ADN qu'on a chez Stoic, qui est de dire on distribue un produit d'assurance, c'est notre métier, mais on apporte en plus de ce produit d'assurance une expertise en cybersécurité très forte, qui nous permet donc de satisfaire toutes les parties à plusieurs échelons, au moment de la souscription d'abord, d'être capable de souscrire vite pour vous rendre service à vous, pour que vous ayez des réponses rapides, mais avec expertise. On veut comprendre le risque, on veut vous aider à comprendre le risque à travers des scans ou à travers nos ingénieurs en sécurité pour pouvoir dire oui ou dire non, pas sur la base d'un questionnaire binaire où ça bloque en répondant à une question, mais sur la base d'une compréhension réelle du risque de ce qui se passe chez notre assuré. La souscription, c'est le premier pilier, c'est ce sur quoi on travaille énormément pour apporter une valeur ajoutée. Ensuite, la prévention. Quasiment tous les assureurs disent qu'ils font de la prévention, et c'est le cas pour beaucoup, et c'est très bien, parce qu'il faut faire de la prévention en cyber si on veut maîtriser le risque. Nous, on a poussé le délire assez loin, je dirais. On a investi beaucoup dans des équipes de développement, dans des équipes cyber, pour développer une plateforme qui s'appelle Stoic Protect,
et qui nous permet de mettre à disposition de nos assurés des outils de sécurité gratuits, inclus pour tous, automatiquement, qui les aident proactivement pendant toute la durée de vie du contrat à réduire leur exposition au risque. Certains d'entre vous ont déjà pu l'expérimenter avec leurs clients. On onboard les clients sur cette plateforme gratuitement. C'est de l'investissement qu'on fait nous pour les aider à mieux se protéger. Et ça nous permet, Vincent y reviendra plus tard tout à l'heure quand on parlera des sinistres, de réduire la fréquence de sinistres. L'intérêt pour nous, c'est qu'on sait qu'on évite des incidents en notifiant les assurés et leurs courtiers, évidemment partenaires, quand ils ont une vulnérabilité, en les formant au phishing, etc. Donc, souscription, prévention, et troisième modèle, troisième pilier, la gestion des sinistres, évidemment. La gestion des sinistres, c'est le cœur de notre métier. Et la principale innovation qu'on a apportée sur la gestion des sinistres, c'est sur la partie assistance. Toutes les garanties d'assurance cyber ont ce volet d'assistance, donc on n'est pas les seuls, évidemment. Tous disent que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut mobiliser leur assistance pour avoir l'incident qui est pris en charge. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer notre propre équipe pour gérer cette assistance. Parce que c'est un moment qui est tellement critique, à la fois pour le client et son courtier, de savoir que le client, quand il a un sinistre, est pris en charge tout de suite, très vite, et qu'il a une réponse qui est adaptée par des gens qui vont prioriser son besoin avant tout. Et pour nous, pour maîtriser le coût du sinistre, pour être sûr que s'il y a de la perte d'exploitation, on va aller le plus vite possible dans la remédiation pour limiter cette perte d'exploitation. Le fait d'avoir notre propre équipe en interne qui est capable de gérer ça, qui n'est pas mon équipe, mais qui est l'équipe de Vincent, que Vincent a construite, et il va vous en dire plus dans quelques minutes, ça a une valeur ajoutée qui est énorme. On a eu, en gros, une centaine de cyberattaques, de sinistres déclarés sur 2023. C'est pas rien sans cyberattaque, c'est conséquent. Le fait d'avoir notre propre équipe qui intervient pour gérer ces cyberattaques nous a permis de gérer, d'avoir des résultats techniques qui sont bons, et c'est génial. Et on s'est lancé avec Stoic en passant par un partenaire, un tiers, qui est très bon techniquement, mais qui n'a pas exactement les mêmes intérêts que nous dans la rapidité de l'intervention. Et je peux vous dire, en 2022, quand on s'est lancé, je ne dormais pas sur mes deux oreilles parce que je craignais l'incident, je craignais de ne pas savoir ce qui allait se passer avec l'assuré, je craignais de recevoir une facture démentielle pour un incident qui était mineur. Et en 2023, j'ai bien dormi, si ça peut vous rassurer, parce que je sais que vos assurés, vos clients, quand ils ont un sinistre, sont bien pris en main. On pourrait y revenir, je laisserai Vincent en dire plus. Je vais juste regarder rapidement les quelques questions. Pierre qui dit, est-ce qu'on a un seul assureur derrière nous? Non, j'ai cité Tokyo Marine parce que c'est le principal assureur qui nous a rejoint en 2023, mais on a, vous le verrez sur nos polices d'assurance, Axeria qui appartient au groupe Arch, Ray qui nous apporte de la capacité également, et notre premier et principal porteur derrière Axeria et Arch Ray, c'est Swiss Ray. C'est les premiers à nous avoir fait confiance, donc on a plusieurs porteurs de risque qui sont derrière nous. Aujourd'hui, je dis non quasiment toutes les semaines à des porteurs de risque qui veulent nous donner de la capacité, parce que je préfère créer des relations solides avec les porteurs de risque qu'on a aujourd'hui, plutôt que de trop diversifier, d'en avoir trop qui ne sont pas assez intéressés aux résultats. Mais évidemment, à mesure qu'on grossit, il va falloir qu'on continue de diversifier et de choisir un peu plus de porteurs, mais j'en veux pas beaucoup plus, parce que ce que je veux, c'est des gens qui s'inscrivent sur le long terme avec nous. Question de Michel, il y en a deux. Avec cette garantie, c'est le client qui doit agir ou c'est automatique? Je ne suis pas sûr de savoir de quelle garantie vous parlez, mais je pense que c'est de l'assistance. L'assistance, c'est la première des garanties du contrat d'assurance. C'est au client de déclarer un incident ou une suspicion d'incident, s'il y en a une. Nous, on l'incite, on lui fait enregistrer le numéro de téléphone de la ligne directe vers Vincent et son équipe pour qu'il l'appelle en cas de doute. Et ensuite, c'est nous qui prenons le relais. Mais évidemment, on n'est pas dans les ordinateurs, on n'est pas dans les systèmes informatiques de nos assurés, donc c'est le client ou son courtier qui doivent mobiliser cette ligne. Michel, vous demandez aussi comment est calculé le préjudice quand il y a une perte d'exploitation. On mandate un partenaire
qui vient faire l'expertise de perte d'exploitation. On a eu plusieurs cas qui ont été indemnisés récemment. Le partenaire qu'on mandate aujourd'hui, c'est Stelliant, qui est un partenaire réputé, reconnu pour cette expertise d'estimation de la perte d'exploitation. Ensuite, si l'assuré n'est pas d'accord avec le montant, mais ça ne nous est jamais arrivé aujourd'hui, il peut mandater son propre expert. Et si les deux ne sont pas d'accord entre eux, on peut mandater un troisième expert qui viendra faire le juge. Voilà. Mais jusqu'ici, on a réussi à chaque fois à se mettre d'accord avec l'assuré sur l'estimation de perte d'exploitation qui avait été faite la première fois. Pierre, le 5 millions inclut l'APE, tout à fait, oui, c'est très largement suffisant. Ensuite, ça dépend de la taille de boîte dont on parle et du taux de marge brute qu'ils ont, mais on pourra en discuter. Comment se fait le porteur de choix? Pierre, bonne question. Il n'y a pas de choix pour pas qu'il y ait d'anti-sélection, donc il y a de la coassurance sur chacun des contrats. Hormis sur le segment 250 millions, 500 millions, où ce n'est que Tokyo Marine. Mais sinon, entre 0 et 250 millions de chiffre d'affaires, on fait de la coassurance entre Tokyo Marine et Axeria Arch Swiss Re, qui est une tour parallèle, de sorte à ce que tout le monde soit sur tous les contrats et qu'il n'y ait pas d'arbitraire dans l'organisation. Je continue de répondre un peu aux questions et puis je vais laisser la main à Vincent ensuite. Evelyne, quel est l'effectif actuellement? Nous sommes 55 chez Stoic. Sur les 55, on a 35 personnes, ou un peu moins, 32 personnes qui sont en fonction transverse support. La finance, la RH, l'équipe tech, l'équipe de réponse à incidents, l'équipe marketing qui gère toutes nos géographies. On a 15 personnes qui sont uniquement sur le marché français. Et donc, c'est des souscripteurs, c'est des gestionnaires de sinistres, c'est des animateurs de courtage que vous connaissez certainement. Et 15, ce nombre n'a pas vocation à grandir énormément parce que, a priori, on arrive à couvrir bien le marché aujourd'hui. Ce sont ces 15 personnes qui font 10 millions de primes aujourd'hui. Et donc, c'est déjà rentable sur le marché français. Et ensuite, on a 8 personnes aujourd'hui en Allemagne qui commencent à opérer sur le marché allemand et ils seront 15 dans les mois ou années à venir. Et la taille de nos clients, Eric, ça va de 0 à 500 millions. C'est très également réparti, ou c'est très, très divers. On a plus de volume entre des boîtes qui en font entre 5 et 50 millions en volume d'entreprise, mais aussi parce qu'il y en a beaucoup plus en France. Mais en termes de volume de primes, le segment 50-500 représente plus de 50% des primes qu'on génère parce que c'est des primes qui sont en moyenne plus élevées. Même si ça représente peut-être une police sur 10 ou sur 9 au-dessus de 50 millions, ça représente 1 euro sur 2 de primes qu'on collecte. Et Bruno, je réponds à votre question et puis ensuite je m'arrête sur les questions si je peux. Les recommandations de la CPR qui recommandent aux assureurs de comprendre, de clarifier leur couverture. Je sors de 2 jours d'audit de mes porteurs de risque chez moi, comme ils le font tous les ans, sur lesquels on parle de tous ces sujets, comment est-ce qu'on maîtrise le risque systémique, comment est-ce qu'on monitore le risque de notre portefeuille. Donc, c'est des sujets sur lesquels nos assureurs, je peux vous le dire, sont très, très à l'écoute et très, très en avant. On travaille avec eux là-dessus pour être sûr qu'il y a une bonne compréhension du risque. Chez nous, évidemment, c'est notre métier, chez eux aussi. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec la CPR que je ne recommande à aucun assureur de se lancer dans le cyber si il n'y a pas une forte maîtrise de ces sujets. Gaël, sur la fréquence, on va en parler plus tard. Politique de surveillance des contrats, c'est de la prévention. Je ne sais pas si on en reparlera plus tard ou pas. J'avance pour ne pas traiter que les questions. Je voulais vraiment juste vous dire ça. Stoic, 10 millions de primes, 55 personnes en France et en Allemagne aujourd'hui. Et toujours ces 3 volets. La souscription pour pouvoir proposer un produit d'assurance qui est le meilleur possible, le plus adapté possible au risque dans les meilleurs délais possibles, la prévention active pour tous nos assurés en continu et la réponse à incident internalisée. J'en dis pas plus sur la prévention, malheureusement, c'est pas le thème du webinaire de passer trop de temps dessus, on pourrait y revenir. Je laisse la parole à Vincent qui va vous parler en particulier de ce dont vous voulez parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'équipe de réponse à incident, de gestion de crise et le regard qu'on a sur la sinistralité 2023. Vincent, à toi. Exactement, merci Jules. Alors pour vous rappeler peut-être rapidement ce que c'est que l'équipe de réponse aux incidents de sécurité de Stoic, donc c'est le CERT, Stoic CERT pour Computer Emergency Response Team. Vous avez le nom de plusieurs membres de l'équipe qui sont notés à gauche. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal qui viennent de mon ancienne équipe également, donc on se connaît depuis un bon bout de temps et ce sont des personnes du coup, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Vous pouvez le voir également qu'on a un représentant de notre équipe qui est en Allemagne pour pouvoir prendre directement les différents appels en allemand.
Vous avez en haut à droite quelques petits logos GCFA, GREM, ce sont des certifications que nous avons, des certifications individuelles que nous avons, prouvant, entre guillemets, notre compétence technique avancée. Celle de gauche, GCFA, c'est plutôt le côté analyste système, c'est-à-dire on est en capacité de comprendre complètement ce qui s'est passé sur un système qui a été compromis. Et celui de droite, GREM, c'est plutôt pour ce qu'on appelle le reverse engineering de malware, à savoir l'analyse de code malveillant. C'est-à-dire qu'on va prendre des virus et on est en capacité d'analyser ces virus, comment est-ce qu'ils ont été faits, qu'est-ce qu'ils font, etc. Notre équipe est membre de 2 grandes associations. La première, c'est l'Intercert France. C'est un regroupement de plus de 80 équipes en France. Donc, on va côtoyer des équipes comme celle de Michelin, celle de BNP Paribas, celle de La Poste. Donc, on a des grosses structures qui sont dans cette association-là. On a également des représentants des forces de l'ordre, que ce soit la police judiciaire, que ce soit la gendarmerie. On a également l'ANSSI qui est présent dans cette association. Et on a une autre association qui s'appelle le FIRST, qui est plutôt plus internationale. Quand je dis plus international, c'est vraiment beaucoup plus international, étant donné qu'on doit avoir à peu près un peu plus de 700 équipes réparties dans une centaine de pays différents. L'importance pour nous de ces réseaux, c'est une vraie valeur d'un point de vue opérationnel, dans le sens où on a un échange opérationnel très fréquent, très rapide au travers de ces réseaux-là. Donc très rapidement, on peut agir ensemble sur une même menace. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un peu plus d'1 an, on avait eu à gérer une attaque qui, par la suite, s'est appelée ESXi Args, donc qui touchait des systèmes très particuliers, des hyperviseurs très particuliers. Très rapidement, on a eu 3 premiers clients qui ont commencé à nous appeler dans une très faible période de temps. En 15 minutes, on a eu 3 appels différents. Donc très rapidement, on s'est orienté vers, là en l'occurrence, c'était côté Intercert, pour poser la question, est-ce que d'autres personnes voyaient la même chose que nous, étaient en train de se passer sur des hyperviseurs ESXi? Et la réponse a été oui. Donc une des équipes nous a dit oui, moi aussi je suis en train de le voir. Donc on a pu travailler ensemble et très rapidement, on a pu identifier le moyen de protéger les différentes entreprises de cette attaque, qui aurait pu faire beaucoup plus de dégâts si on avait été dans notre coin à traiter chaque incident, que chaque équipe en tout cas traite son incident dans son coin. Donc, Vincent, je t'interromps sur une question, c'est important. 6 personnes peuvent gérer quel volume d'attaques par année, étant donné les attaques qu'on gère? C'est une question de Pierre sur est-ce que la taille est suffisante pour gérer le volume potentiel de cyberattaques? Oui. Et comment est-ce qu'on se compare à d'autres CERT qui travaillent avec potentiellement d'autres assureurs en termes d'effectifs? Donc 6 personnes, oui, dans le sens où ça, ce sont les 6 personnes qui sont au cœur du CERT, donc les 6 personnes qui vont faire les réponses aux incidents. En plus de ça, on a différentes ressources qu'on peut aller mobiliser pour plutôt des actions de remédiation, des actions de reconstruction ou différents compléments dont on pourrait avoir besoin. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Jules, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est plus d'une centaine d'incidents qui ont été traités sur l'année 2023 avec ces 6 personnes-là, voire même un petit peu moins, étant donné qu'il y a certaines personnes qui nous ont rejoints récemment. Donc oui, on s'est complètement absorbé ce volume-là. On saurait même absorber encore plus, étant donné que sur l'année, on n'a pas uniquement fait de la réponse à incident. On a également mis en place pas mal de procédures, pas mal d'outils qui nous permettent d'être encore plus efficaces et d'automatiser une partie de notre réponse aux incidents. Donc tout ce qui est, j'ai envie de dire, bas de gamme en termes d'incidents, on le traite de manière très procédurée et très automatique. En revanche, là, on va passer vraiment du temps humain avec du temps de cerveau très important. C'est sur les incidents à plus forte valeur ajoutée. Et je vais vous en présenter quelques-uns dans les minutes qui viennent. Pour parler également de notre CERT, quelques petits chiffres, 0, 24, 7, 15, 17 et 18. 0 tout simplement parce que pour l'assurer, ça va rien lui coûter en plus de son contrat. Donc que l'on reste 3 minutes ou que l'on reste pendant 3 semaines sur la réponse à incident, ça restera 0 € côté assuré. 24/7, c'est le fait que l'on soit mobilisable en 24/7. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons mis en place une ligne téléphonique d'urgence avec des astreintes. Le plus important derrière, c'est que ce n'est pas un centre d'appel comme beaucoup d'assureurs peuvent avoir. On est vraiment les experts, c'est les personnes de mon équipe qui vont répondre au téléphone sur cette ligne en 24/7.
Donc ça, c'est vraiment très important à avoir en tête. La plupart des autres structures vont avoir un centre d'appel qui vont recevoir l'appel, qui vont essayer de poser quelques questions très carrées et qui vont ensuite devoir aller mandater un prestataire pour venir commencer à traiter de l'incident. Nous, dès le premier appel, dès la première minute, on est déjà en train de traiter de l'incident. Donc c'est un vrai gain de temps et c'est un vrai gain d'efficacité et une forte réduction également de la perte d'exploitation potentielle. Ensuite, le 15, le 17 et le 18. Le 15, globalement, quand on appelle le SAMU, c'est pour avoir les premiers réflexes, pour pouvoir avoir préserver en tout cas la vie de quelqu'un. C'est un petit peu la même chose quand on nous appelle. On va également préserver le système d'information, préserver les activités métiers qui n'ont pas encore été touchées. On va également être le 18, c'est-à-dire qu'on va venir éteindre le feu sur le système d'information. On va faire comme les pompiers, on va venir éteindre le feu. Et enfin, on va être un petit peu comme le 17, c'est-à-dire la police, dans le sens où on va enquêter, on va faire une investigation pour comprendre comment l'attaquant a pu s'introduire sur le système d'information, comment est-ce qu'il a pu se propager et globalement, quelles sont les actions qu'il a pu faire sur le système. Globalement, comment ça se passe? Je vais aller très vite là-dessus pour avancer sur le rapport en tant que tel. Mais à partir du moment où on est appelé sur notre numéro d'urgence, on va faire une qualification de la situation, confirmer qu'il y a bien un incident de sécurité pour ouvrir un sinistre. Ensuite, on va proposer des mesures réflexes qui nous permettent de préserver le système d'information et les activités métiers. On va rentrer ensuite dans une phase de collecte d'informations et d'analyse technique. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à comprendre comment l'attaquant est rentré, ce qu'il a fait, est-ce qu'il est toujours là, pour pouvoir ensuite définir différents plans d'action. Plans d'action de défense qui vont nous permettre d'assainir le système, de rejeter l'attaquant du système d'information et de durcir le système d'information afin d'éviter qu'il puisse revenir. On va également travailler sur les plans de continuité d'activité métier pour voir de quelle manière on arrive à préserver, on va dire, le chiffre d'affaires de l'organisation qui est victime de la cyberattaque. Et on va travailler également sur les plans de communication, c'est-à-dire que nous allons rédiger les éléments de langage pour la communication interne et pour la communication externe. Et on va prendre en charge également le lien avec les différentes forces de l'ordre ou les besoins de notification réglementaire s'il faut en faire. À un moment, on va pouvoir revenir à la normale. Donc, on rentre dans une phase où on commence progressivement à sortir de l'incident. On va rentrer ensuite dans une phase de surveillance, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, en moyenne, on s'assure qu'il n'y a pas de résurgence de l'attaque, ce qui nous permet à un moment de clôturer l'incident. Une fois que l'incident est clôturé techniquement, il est tout de même suivi d'un point de vue sinistre par notre équipe gestion des sinistres qui va aller du coup jusqu'au dédommagement potentiel de l'incident, du sinistre. Je vais aller très vite là-dessus pour pouvoir rentrer sur l'état de la menace que l'on a pu constater en 2023. Globalement, on a une augmentation constante, mais pas une hausse drastique du nombre de cyberattaques. Donc ça, c'est ce que l'on constate, ce qu'on a déjà constaté également l'année précédente. On n'a pas une explosion du nombre de cyberattaques. On reste sur une augmentation importante, mais qui n'est pas, on n'a pas fait x2, x3 sur le nombre d'attaques, tout simplement parce que le nombre d'attaquants lui-même n'a pas été multiplié par 2 ou 3. En revanche, ce qui est assez fort à noter, c'est le record de vulnérabilités qui ont été découvertes en un an. Quand je parle de record de vulnérabilité découverte, c'est au niveau international, ce n'est pas uniquement Stoic. Mais au niveau international, on a détecté plus de 26 000 nouvelles vulnérabilités sur des logiciels, sur des composants informatiques. Donc c'est extrêmement important. Heureusement, les cybercriminels, ou en tout cas les acteurs malveillants, n'exploitent pas les 26 000 vulnérabilités, ils en exploitent uniquement, j'ai envie de dire, une centaine. Alors c'est bien, parce que ça veut dire qu'on n'a pas non plus à surveiller l'ensemble de ces vulnérabilités-là. Mais d'un autre côté, s'ils n'en exploitent qu'une centaine, c'est parce que c'est déjà largement suffisant pour eux, pour réussir à s'introduire sur les systèmes d'information des organisations et à opérer du coup leurs méfaits. Troisième point, opportunisme et prépositionnement. Alors opportunisme, tout simplement parce que la plupart des attaques que nous, en tout cas, nous avons eu à gérer sont plutôt des attaques opportunistes, dans le sens où on a des attaquants, plutôt profil cybercriminel, qui vont chercher à attaquer un maximum d'organisations différentes, sans forcément cibler une organisation précise. Donc n'importe qui, finalement, peut être victime d'une attaque par opportunisme.
Ce qu'on a pu constater également, c'est des attaques de type prépositionnement, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des cas à gérer où l'attaquant est présent sur le système d'information pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines parfois, mais sans autre action effectuée. Pas de vol de données, pas de tentative de fraude, pas de tentative de déploiement d'un rançongiciel ou ce genre de choses. On sait simplement qu'il est là, mais il n'opère pas d'action particulière. Donc ça, c'est un élément de prépositionnement qui pourrait lui servir par la suite. Et je reviendrai dans la toute dernière partie de notre webinaire là-dessus, vis-à-vis de ce que ça pourrait engendrer. Quatrième point, sont plutôt les vulnérabilités qu'on a constatées en 2023. Malheureusement, ce sont toujours les mêmes, j'ai envie de dire, à savoir l'absence d'authentification multifacteur couplée à des mots de passe faibles. Quand on a ces deux combinaisons-là, quand on a cette combinaison-là, c'est sûr et certain, il va y avoir une attaque réussie, malheureusement. Et troisième grande vulnérabilité, ce sont les mises à jour non réalisées, donc en particulier sur la surface exposée, donc les différents systèmes directement connectés à Internet, quand ils ne sont pas mis à jour, encore une fois, avec les 26 000 vulnérabilités publiées, c'est assez facile pour un attaquant de réussir à s'armer, à créer l'outil qui va lui permettre d'exploiter ces vulnérabilités-là. Et bien souvent, on constate ces vulnérabilités techniques tout simplement à cause d'un manque de budget, un manque de formation et un manque de sensibilisation des dirigeants d'entreprise. Enfin, dernier point, et ça je vais le détailler dans quelques instants, c'est l'accentuation des impacts en cas d'absence de sauvegarde utile et utilisable. Clairement, quand on a des sauvegardes qui ont été bien faites, qui sont déconnectées ou qui sont immuables, même en cas de destruction totale du système d'information, ces sauvegardes-là restent viables, restent utilisables, et ça nous permet de relancer les systèmes d'information très, très, très rapidement. Je vais venir sur cette notion de très rapide dans quelques instants. Je reprends la main. Merci Vincent pour introduire maintenant ce rapport de sinistralité qu'on a sorti il y a quelques semaines. Et avant de rentrer dans le détail, je vais vous poser une question pour vous essayer de vous faire deviner la fréquence de sinistres chez nos assurés en 2023. Donc, j'ai parlé de près de 3000 polices chez Stoic. On va vous lancer le sondage sur l'onglet sondage dans quelques secondes. Je pense qu'il sera disponible. Et je suis preneur de votre avis sur quelle est, selon vous, la fréquence qu'on a connue sur cette année 2023, au regard de ce que vous pouvez connaître du marché. Je publie le sondage tout de suite. Normalement, vous devriez le voir et je vous laisse voter. On va laisser une minute rapidement. Simplement, je précise en parallèle, parce qu'il y avait pas mal de questions auxquelles j'ai répondu directement. Je précise que ce dont parle Vincent, c'est justement l'équipe de réponse technique pour gérer les incidents. Je ne sais pas si c'était clair, il y a eu des questions là-dessus. Mais ce que fait l'équipe de Vincent, c'est c'est décrocher le téléphone quand il y a un incident et directement intervenir pour gérer la crise technique quand il y en a eu. Je laisse une seconde. Merci pour vos réponses. Je vois que ça s'anime. Normalement, vous pouvez répondre directement depuis l'onglet du chat. Et on va avancer tout de suite parce que le temps file et qu'il ne reste que 23 minutes. Nous avons connu une fréquence de sinistre de 3,87%. Le marché de l'assurance cyber, sur le segment qu'on adresse, 0,500 millions, connaît habituellement une fréquence qui est plutôt entre 5 et 7%. Et c'est une fierté pour nous que de pouvoir avoir une fréquence plus faible, parce que ça témoigne a priori du fait que tout l'effort de prévention qu'on mène, et Vincent en parlera plus, porte ses fruits, qu'on évite des sinistres à nos assurés. Ensuite, évidemment, se pose la question de la sévérité, mais déjà, dans un premier temps, limiter le nombre de sinistres au plus bas possible, c'est ce sur quoi on s'engage à travers la prévention. Et donc, on a ce chiffre de 3,87% sur l'année qu'on a obtenu. Et je vais laisser Vincent vous détailler les différents types d'événements qu'on a pu voir chez nos assurés sur l'année 2023. Alors, en termes de répartition des différents sinistres, vous avez la statistique sous les yeux, mais globalement, effectivement, 42% des sinistres que nous avons eu à gérer sont des compromissions de messagerie. 21,7% sont des fraudes, parfois qui viennent justement de
d'une compromission de messagerie préalable, mais du coup, on l'a compté comme une fraude spécifique. 19,4% de ransomware et enfin 16,8% ce sont d'autres types d'attaques, typiquement des compromissions de sites web ou alors des compromissions de serveurs unitaires ou de postes de travail unitaires. Donc c'est assez intéressant, je trouve, c'est de voir que presque la moitié, en tout cas, de nos activités tournent autour d'une compromission de messagerie, sauf qu'en réalité, c'est ce qui nous prend le moins de temps de traitement, étant donné que ça, c'est justement quelque chose de très classique, de très industrialisé, de très automatisé chez nous, donc on le traite très rapidement. Là, on va passer le plus de temps, en revanche, c'est sur le ransomware. Le ransomware va nous prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certaines situations, à être vraiment bien traité. Et c'est tout simplement parce que c'est également le sinistre qui a le plus d'impact, que ce soit évidemment opérationnellement, mais d'un point de vue financier également. En termes d'impact, justement, comme je vous l'évoquais, quand on a des sauvegardes qui ont été correctement faites, donc avec une copie sur un support déconnecté ou alors des sauvegardes qui sont notées comme étant immuables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être modifiées par quiconque sur le système d'information, même les administrateurs, et bien dans ces cas-là, on arrive à relancer le système d'information très rapidement. Et quand je dis très rapidement, c'est en moins de 12 heures, le système d'information est relancé. Et ça, c'est quand on a à la fois les systèmes et les données qui ont été bien sauvegardées. Quand on n'a que les données qui ont été bien sauvegardées, on va avoir besoin de reconstruire, c'est-à-dire de réinstaller des systèmes, des applications, et ensuite on va restaurer les données qui ont été sauvegardées. Donc ça prend un peu plus de temps dû à cette réinstallation de systèmes et d'applications. Et donc, on va tourner autour en moyenne à moins d'une semaine de travail là-dessus. Et en revanche, malheureusement, dans 25% des cas, on n'a plus de sauvegarde réellement directement utilisable, que ce soit sur les données ou que ce soit sur les systèmes. Et donc, on va devoir reconstruire les systèmes et récupérer de la donnée via différents canaux. Et ça représente 25% des cas. Et dans ces affaires-là, malheureusement, c'est plusieurs semaines d'incidents, plusieurs semaines même d'indisponibilité du système d'information pour l'entreprise, pour l'organisation qui est victime de la cyberattaque. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines, 1 mois parfois dans certaines situations. Dans ces cas-là, vous imaginez bien l'impact que ça peut avoir d'un point de vue désorganisation des activités métiers et donc également l'impact sur le chiffre d'affaires potentiel de l'organisation. Alors, petite question avant de rentrer du coup sur la rançon. Selon vous, quel est le montant moyen des rançons qui a été exigé auprès de nos assurés en 2023 par les rançonneurs? Est-ce qu'on sait 260 000? Est-ce que c'est 700 000? Ou est-ce que c'est 1 200 000 euros? Même chose, je vous laisse quelques secondes du coup pour pouvoir remplir le sondage dans l'onglet sondage de la Sur le sondage précédent, on avait une forte majorité sur 6,21%, donc au-dessus de ce qu'il y avait vraiment. Et là, attendons encore quelques secondes avant de transmettre le résultat. Vous êtes plusieurs centaines à voter, c'est génial. Je vois que ça évolue encore. Je vous laisse encore 5 secondes. Ok, alors, je vois que dans les réponses, on s'approche quasiment du 50% pour 260 000 euros, 39% pour 700 000 euros et 13% pour 1 200 000 euros. Eh bien, la bonne réponse était 700 000 euros. Donc, la moyenne des rançons que l'on a eu à traiter pour nos assurés cette année est de 700 000 euros. C'est une rançon un montant qui est forcément assez important, plus important que ce que la plupart semblent estimer, étant donné que la plupart, vous avez plutôt répondu 260 000, mais qui n'est pas non plus exorbitante dans le sens où on ne dépasse pas le million, effectivement. Dans ma carrière, j'ai eu à gérer des rançons de plusieurs dizaines de millions d'euros, donc on n'est pas du tout sur le même montant, sur le même volume. C'est dû au fait que on a pas mal de cybercriminels qui automatisent également leurs actions, notamment de déploiement de rançongiciels.
et qui vont aussi avoir tendance à demander des petites rançons, parce que plus la rançon va être basse, plus l'organisation victime du ransomware va être enclin à payer ce montant. Si tout de suite on est sur des sommes qui sont complètement disproportionnées, c'est évident que l'organisation n'ira même pas imaginer le fait de pouvoir payer la rançon. Autre point assez intéressant, c'est le taux de réduction, entre guillemets, qu'on est en capacité d'avoir à partir du moment où on commence à négocier avec les cybercriminels. Donc, en moyenne, on peut négocier jusqu'à 50%, on a réussi en tout cas à négocier jusqu'à 53% de réduction sur le montant initial demandé par les cybercriminels. Alors, je parle de montant initial parce que la plupart des cybercriminels, quand ils rançonnent une organisation, ils vont dire, bah voilà, vous avez 48 heures pour me payer les X milliers d'euros. Si au bout de ces 48 heures-là, vous ne nous avez pas payé, eh bien, on va augmenter de 20 000 $ supplémentaires le coût de la rançon par jour. Donc, 24 heures, par palier de 24 heures, on rajoutera du coup 20 000 $ supplémentaires. Donc, le montant initial, c'est bien le tout premier qu'on nous a donné dans la fenêtre des 48 heures. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de négociation? Est-ce que ça veut dire que systématiquement on est amené à payer une rançon? Alors, non, fort heureusement, non. Ça ne veut pas dire ça. On négocie tout simplement parce que ça nous permet de gagner du temps. Ça nous permet de gagner du temps sous plusieurs angles différents. Tout d'abord, dans la plupart des cas aujourd'hui, lorsqu'on a un ransomware avec une demande de rançon, du coup, on a également du vol de données. On n'a pas uniquement le système d'information qui a été chiffré et qui est bloqué et qui est devenu indisponible, mais on a également du vol de données. Donc, on va commencer à négocier avec l'attaquant pour essayer de gagner du temps et éviter que l'attaquant publie rapidement les données qu'il a volées sur l'organisation victime. Ce qui permet, côté victime, d'identifier quels sont les types de données qui ont pu fuiter, de préparer la communication, de faire leur notification auprès de la CNIL en particulier, mais des autres organismes réglementaires s'il y a besoin, et également auprès des partenaires et des clients. Ce qui permet de mieux maîtriser finalement la communication dans le cadre de la crise. Donc ça, c'est premier gain de temps. Deuxième gain de temps, dans l'autre sens, à savoir parfois, on peut avoir besoin d'accélérer la publication des données. Dans le sens où on peut se trouver dans une situation où les sauvegardes ne sont plus utilisables. Pour autant, il nous faut récupérer certains types de données. Tant pis, j'ai envie de dire, pour le niveau de confidentialité de la donnée. De toute manière, l'attaquant les a déjà volées. Et donc, on a besoin d'accéder à ces données. Donc, on va mettre la pression, entre guillemets, côté rançonneur, pour tellement l'embêter qu'il va rapidement publier les données et on va utiliser l'attaquant comme étant finalement notre sauvegarde de nos données. Ce qui nous permet d'aller récupérer ces données-là et de les réinjecter dans nos systèmes et dans nos applications par la suite. Ce qui nous fait gagner à nouveau du temps dans la relance des activités métiers. Troisième gain de temps, c'est un gain au niveau de l'investigation. Comme je vous l'ai dit, notre équipe, ce qu'elle doit faire sur tous les incidents, c'est comprendre comment l'attaquant est rentré pour pouvoir bloquer les différentes portes d'entrée qu'il a pu utiliser. Ben, parfois, via certaines négociations qu'on arrive à faire avec les cybercriminels, ils nous disent par où ils sont rentrés. Du coup, ça nous accélère grandement notre investigation parce que tout de suite, on sait où est-ce qu'on doit regarder et on sait du coup retracer son cheminement dans le système d'information, ce qui nous permet de créer un plan d'action d'élévation du niveau de sécurité qui sera le plus pertinent et le plus rapide également à mettre en œuvre pour pouvoir relancer les activités métiers par la suite. Vincent, oui. On a une question sur les demandes en Bitcoin de Pierre qui demande comment est-ce qu'on gère ces situations. Alors, elles sont quasiment systématiquement en Bitcoin. Et donc, comment on gère la situation? À savoir, il faut avoir un wallet Bitcoin créé qui est alimenté du coup via un premier virement et ensuite le paiement se fait, le versement se fait de portefeuille Bitcoin à portefeuille Bitcoin tout simplement. Je ne sais pas exactement quelle est la question qui est derrière, mais en tout cas voilà. Je pense que c'était si on est en capacité de le faire et la réponse est évidemment oui. oui. C'est pas, nous, on ne ferait pas le paiement directement. C'est la victime de la cyberattaque qui fera le versement et nous, il y aurait des dédommagements par la suite. Et on a une question qui est revenue sur dans le cas d'une compromission, quel est le temps moyen pour identifier la root cause?
Très variable du coup en fonction du type d'incident. Si on est sur les tout petits incidents que j'ai évoqués, donc qui est la majeure partie des incidents qu'on a à traiter, en moyenne, j'ai envie de dire, en moins de 12 heures, on l'a identifié. Sur les incidents les plus importants, il peut falloir entre 48 à 72 heures pour pouvoir réussir à le déterminer. Dans certains cas, malheureusement, nous n'arrivons pas à remonter à la root cause. On n'arrive pas à trouver le patient zéro qui a été infecté. Dans ces situations-là, on prend une autre stratégie, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les portes d'entrée potentielles sur le système d'information et on va toutes les durcir. Frédéric demande si suite au paiement de la rançon, est-ce qu'on est certain de récupérer les données et de débloquer l'attaque? Alors, il en va, j'ai envie de dire, du business model des rançonneurs d'effectivement donner un outil de déchiffrement à partir du moment où le paiement a été fait. Donc oui, dans la plupart des cas, il y aura déchiffrement. Par contre, ce n'est pas 100% assuré, tout simplement parce que on est quand même en train de discuter avec des cybercriminels. Donc leur éthique business n'est pas forcément la meilleure, j'ai envie de dire. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, même lorsqu'il y a paiement de rançon, l'outil qui permet de déchiffrer les données n'est pas forcément très bien développé. Autant l'outil de chiffrement, en général, il est assez bien développé puisque c'est l'outil principal, j'ai envie de dire, des rançonneurs. Autant l'outil de déchiffrement, parfois, il ne va pas fonctionner sur certains systèmes. Parfois, il ne va pas fonctionner sur certains fichiers. Des gros fichiers, par exemple, l'outil de déchiffrement ne va pas fonctionner. Donc, on va avoir besoin d'analyser le code de l'outil de déchiffrement pour extraire les clés, pour extraire les moyens, enfin les algorithmes qui sont utilisés, pour ensuite recréer nous-mêmes un outil qui effectivement fera mieux le déchiffrement des données. Une dernière question avant d'avancer, pour clarifier pour Pierre, qui paye à la fin? Est-ce que c'est qui fait le virement en Bitcoin quand on parle de Bitcoin? Est-ce que c'est l'assuré ou est-ce que c'est l'assureur directement? C'est l'assuré. C'est l'assuré. Est-ce que tu peux raconter justement pourquoi est-ce que l'assureur ne se met pas au premier plan à ce moment-là? En fait, nous, on va faire la partie dédommagement, mais par contre, on ne se met pas au premier plan, étant donné qu'on ne veut pas non plus que le cybercriminel sache qui est en train de faire les négociations avec lui. Donc, en fait, on ne peut pas exposer le nom de Stoic. Si on commence à faire ça, on va, côté rançonneur, ils vont pouvoir commencer à demander quel est le montant débloquable, on va dire, par l'assurance et se caper à ce niveau-là. Donc, c'est un très mauvais move de faire payer l'assureur directement. C'est pour ça qu'on passe par l'assuré. Et ça, c'est une pratique du marché sur le paiement des rançons. En termes de porte d'entrée sur le système d'information, ce qui est assez intéressant, c'est que sur notre portefeuille d'assurés, 82% des cas de ransomware que nous avons eu à gérer ont été dus à des accès distants qui étaient malheureusement insuffisamment protégés. Que ce soit typiquement un outil de VPN, un outil type Citrix, ce genre de choses-là, finalement, l'attaquant a réussi à trouver des identifiants valides et s'est connecté du coup au travers de ces moyens d'accès à distance. Les comptes valides, les identifiants valides, il les a trouvés soit par brute force, c'est-à-dire qu'il a testé plein de mots de passe différents jusqu'à en trouver un qui fonctionnait, soit il les avait volés au préalable via des mails de phishing par exemple. Donc 82% du coup plutôt du canal humain, et 18% du canal technique, c'est-à-dire des vulnérabilités techniques qui étaient exposées par le système d'information des organisations. Qu'est-ce que ça veut dire quand on prend un pas de recul un petit peu sur ces statistiques? Ça veut dire que, j'ai envie de dire, notre scan de vulnérabilité est très efficace. Le scan hebdomadaire que l'on fait dans le cadre de Stoic Protect est très efficace. Tout simplement parce que ce 18%, dans mes précédentes vies, sur mes différents clients avant de commencer à travailler avec Stoic, on était plutôt aux alentours des 60%, voire 70% de vulnérabilité technique et ensuite des identifiants, du vol d'identifiants. Donc, on arrive à fortement réduire le nombre d'incidents dus à des vulnérabilités techniques exposées.
Donc ça, c'est vraiment très important, très intéressant également. Et ça, on arrive à le faire au travers de notre scan de vulnérabilité externe. Petite statistique que vous avez également sur cette page-là, on détecte en moyenne 10 vulnérabilités critiques par semaine sur notre portefeuille d'assurés. Ça veut dire qu'on arrive à empêcher 10 attaques, au moins 10 attaques par semaine sur notre portefeuille d'assurés. On prend une petite question, même si on a peu de temps. Ce scan externe va viser les failles pénétrables de notre système d'information, demande Jefferson. Est-ce que tu peux repréciser ce que va scanner le scan? Oui, notre scan externe, il évalue les différents actifs qui sont exposés sur le système d'information des assurés. Donc en gros, l'assuré va nous donner son nom de domaine, ses noms de domaine, il va nous donner des adresses IP qui lui appartiennent, et nous allons scanner du coup son infrastructure comme si nous étions un attaquant, ce qui nous permet de détecter les composants qui n'ont pas été corrigés, les composants qui sont obsolètes, les composants qui sont vulnérables. Et si on identifie en particulier des composants qui disposent de vulnérabilités critiques, à savoir qu'un attaquant pourrait exploiter depuis l'externe pour s'introduire sur le système d'information, dans ce cas-là, nous allons, au travers de notre réseau de courtiers, contacter du coup nos différents clients pour leur faire corriger ces vulnérabilités-là. Et c'est ce qui nous permet effectivement de réduire le nombre d'incidents potentiels dus à ces vulnérabilités. Pardon. Autre type de sinistre qu'on a eu à gérer, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont les fraudes. Globalement, les fraudes aux faux virements, c'est vraiment très classique malheureusement. C'est encore très classique malheureusement. Le montant moyen qui a été détourné chez nos assurés cette année, en 2023, était de 47 500 €. Et petite statistique que nous, on suit, c'est dans près de 42% des cas, il n'y avait pas de compromission, ni côté assuré, ni côté tiers potentiel impliqué dans la fraude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des cas très classiques, malheureusement, où on a un attaquant qui va appeler ou envoyer un email à une entreprise en leur disant je suis une entreprise de recouvrement de factures, envoyez-moi vos différentes factures impayées et je me débrouillerai pour qu'elles vous soient réglées le plus rapidement possible. Et donc, on a certaines organisations qui malheureusement se font avoir dans ce cas-là. Ils envoient leurs factures impayées. Et du coup, on a un attaquant qui reçoit une facture tout à fait légitime. Il a juste à remplacer ses coordonnées bancaires et à la renvoyer au bon endroit pour que le paiement soit réalisé sur son propre compte et ainsi qu'il puisse détourner les fonds. Donc, c'est malheureusement quelque chose de très classique et donc qui effectivement n'implique pas de compromission du système d'information. Pour autant, dans certains cas, on a des compromissions de boîte mail, comme je vous l'ai évoqué au tout début également. Et petite statistique assez intéressante, c'est que nous avons 1,2 fois plus de sinistres sur des boîtes mail Microsoft Office 365 que sur des boîtes mail Google Workspace. Et également, on a 3 fois plus de sinistres de compromission de boîte mail sur des Microsoft Exchange hébergés en interne que sur du Google Workspace. Alors là-dessus, je veux vraiment attirer votre attention sur le fait de prendre un pas de recul sur cette statistique. Ça ne veut pas dire que Google Workspace est bien plus sécurisé que les autres solutions. Ça veut plutôt dire, premier élément, qu'on a encore beaucoup de Microsoft Exchange qui sont hébergés en interne chez pas mal d'organisations. Donc c'est plutôt historique pour beaucoup d'entre elles. Et ça veut dire que ces solutions-là sont malheureusement pas aussi bien configurées que ce que l'on a par défaut dans les services cloud comme Google Workspace ou Microsoft Office 365. Donc ça fait vraiment écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les défauts de sécurisation viennent bien souvent d'un manque de formation, d'un manque de sensibilisation, d'un manque de moyens donnés aux équipes informatiques pour pouvoir sécuriser leurs infrastructures en propre. J'aimerais qu'on garde 1 minute de conclusion, Vincent. Et donc, est-ce qu'en 2 minutes, tu peux nous parler un peu des prévisions pour 2024? Très bien, je vais faire ça très rapidement. À quoi il va falloir faire attention sur 2024? Évidemment, c'est tout ce qui est attaque par supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement logiciel à minima, et les services cloud que je vais mettre un petit peu dans le même paquet. On s'est bien rendu compte sur 2023 que lorsqu'on attaquait un fournisseur, on faisait tomber tout ce qui était derrière lui.
Je pense notamment à Coaxis en fin d'année dernière, qui a fait énormément de mal à la moitié des cabinets d'experts comptables en France, juste en attaquant une seule organisation. Donc ça, c'est sûr et certain, les cybercriminels l'ont compris et vont continuer à réaliser des actes de ce type-là, sur ce type de cible. Autre chose également, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On sait, c'est sûr et certain, tout le monde en parle. On va se faire attaquer. Quand je dis on, c'est la France. C'est pas uniquement les sites institutionnels, c'est pas uniquement les sites de Paris 2024. C'est globalement toute organisation française va être ciblée, tout simplement parce que ce sera intéressant pour faire passer certains messages, d'attaquer les organisations françaises pendant cette période-là. Et donc, quand je parlais de prépositionnement tout à l'heure, il y a de fortes chances que le prépositionnement qu'on a pu voir sur la fin d'année 2023 ait été pour préparer des actions plus impactantes sur 2024 et pendant cette période de la double quinzaine des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et enfin, dernier gros changement à venir sur le marché, c'est l'arrivée des directives européennes NIS 2 et DORA pour la résilience opérationnelle. Où globalement ça va être un big bang dans le marché, sur le marché européen, notamment des PME et des ETI qui vont devoir se mettre en conformité avec des obligations assez importantes en termes de cybersécurité. Donc, tout ça, ça va être un sujet très intéressant à suivre, où la cyberassurance a un vrai rôle à jouer également pour aider certaines organisations à se mettre en conformité. J'ai respecté le timing, Vincent, et je te remercie beaucoup. On fait de la ponctualité un mot d'ordre chez Stoic et il est midi. Je ne veux pas vous prendre plus de temps. C'était vraiment génial d'avoir autant de monde et autant de participation pendant 1 heure. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous pouvez scanner ce QR code et répondre à un petit questionnaire, on vous l'enverra à l'issue, mais pour nous, c'est intéressant d'avoir du retour sur comment est-ce qu'on peut améliorer ces formats webinaires à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos suggestions, vos envies. On fera de notre mieux pour les écouter. Et merci encore une fois d'avoir été aussi nombreux présents. Je vois beaucoup de messages sur le chat, il y a eu beaucoup de questions, c'est super. Vous pouvez par ailleurs retrouver le rapport de sinistre dans sa globalité. Il est accessible à tous, on vous l'enverra. Et vous recevrez votre attestation DDA pour avoir participé à ce webinaire à l'issue du webinaire. Merci, il est 12h, nous tenons le délai. Excellente journée à tous. Merci à tous, très bonne journée.